D'emblée, la différence fondamentale qui existe en matière de stabilité entre un élément comprimé, un poteau, et un élément tendu, un câble. Considérons ces deux structures qui portent chacune le même poids. Le câble à gauche qui travaille en traction et le poteau à droite qui travaille en compression. Ils sont tous les deux à l'équilibre. Écartons un moment la masse suspendue au câble de cette position d'équilibre en appliquant une légère force horizontale. Quand on supprime cette force, la masse a tendance à revenir à la position d'équilibre initiale. Cet état d'équilibre est dit stable. En revanche, quand on pratique la même expérience sur le poteau ne reviendra pas de lui-même à sa position d'équilibre premier. Le déplacement latéral de la masse va s'accentuer et la colonne va basculer. Vous avez sans doute déjà fait cette expérience. Il est difficile de maintenir une règle verticale en la posant au bout de son doigt parce qu'elle est en équilibre instable. De la même façon, autant il est simple de rester suspendu sans bouger à une barre d'acier, autant y rester debout en équilibre est plus acrobatique. Pourtant, la colonne Nelson, par exemple, qui porte son amiral à 44 mètres de hauteur, est bien stable malgré le vent qui exerce une force horizontale et qui a tendance à la faire basculer. C'est grâce à son épaisseur et à son poids qu'elle peut lui résister. Regardons cela de plus près. Imaginons que la force résultante de vent est horizontale et qu'elle s'applique à mi-hauteur. Cette force a tendance à faire basculer la colonne autour de l'arête située à la base du socle. On appelle la tendance d'une force à faire tourner le moment. Par exemple, quand vous ouvrez un robinet ou une porte, quand vous tournez un volant ou vissez un écrou, vous exercez un moment. Le moment est proportionnel à la force, naturellement, mais aussi au bras de levier qui est la distance entre la ligne d'action de la force et le point ou l'arête de rotation considérée. C'est pour cela que les poignées de porte sont positionnées loin des charnières ou que vous utilisez une clé anglaise pour visser un écrou. Sans l'action du poids, la colonne basculerait donc. Mais le poids exerce lui aussi un moment autour de l'arête en question et ce moment est de sens opposé à celui du vent. Par rapport à cette arête, le poids a tendance à faire tourner dans l'autre sens. La résultante du poids s'exerce au centre de gravité de la colonne, lequel est à l'aplomb du centre de la surface de contact avec le sol. Le bras de levier du poids est donc égal à la moitié de la longueur du côté de la base. Ainsi, un pilier sera d'autant plus stable que sa base sera large et que le poids porté sera bas. C'est la stratégie du lutteur qui écarte les jambes et abaisse son centre de gravité. On comprend maintenant que l'équilibre instable est atteint dès que la colonne bascule. En effet, dès que la rotation commence, le bras de levier du poids diminue, et ceci de plus en plus vite. Et quand le centre de gravité passe de l'autre côté de l'aplomb de l'arête, alors même le fait de supprimer la force latérale ne permet pas de retrouver l'équilibre, puisque dans cette situation, le moment dû au poids agit dans le même sens que celui de la force horizontale qui a entraîné la rotation. Ce phénomène est similaire pour un mur. On comprend également que l'équilibre d'un câble est toujours stable. En effet, le moment de rappel dû au poids est toujours opposé à celui de la force horizontale, et d'autant plus important que l'écart à la position d'équilibre est grand. On retrouve cette même différence entre équilibre stable et équilibre instable avec une bille qui se trouve sur un sommet ou en fond de vallée. En fond de vallée, l'équilibre est stable. Si l'on écarte la bille de sa position initiale, elle reviendra d'elle-même à sa première position. En revanche, si l'on déplace un tant soit peu la bille située au sommet, rien ne la retient de dévaler la pente jusqu'en bas. La conséquence directe de ce phénomène est qu'il faut donner de la largeur à la base des colonnes ou des murs, ou mettre en place des dispositifs anti-basculement. Pour les murs, ils prennent la forme de refends, situés à l'intérieur de l'édifice, ou de contreforts qui sont à l'extérieur. Il est aussi possible de prévoir des raidisseurs qui sont des sortes de nervures verticales. Le mur de refend est perpendiculaire au mur que l'on cherche à stabiliser et il est lié à ce dernier par une armature dans le cas d'un mur en béton ou en parpaing, par une couche horizontale de ciment dans un mur en pisé ou un harpage de la maçonnerie dans le cas de la pierre sèche. Les planchers et le niveau de toiture peuvent aussi jouer le rôle de liaison entre ces murs. Les ancres que l'on voit sur les murs de pierre sont aussi des dispositifs anti-déversement. Les contreforts sont simplement des versions plus courtes que les murs de refend. Ils ne font pas non plus forcément toute la hauteur du mur.
Quant au raidisseur, il peut être vu comme une manière d'augmenter l'épaisseur du mur, mais de façon plus ponctuelle et donc plus économique en quantité de matière. Une autre manière moins classique d'augmenter la stabilité du mur est de lui donner de la courbure. C'est un peu comme s'il s'agissait d'une série de refends où l'angle droit entre les murs serait devenu courbe. On peut aussi interpréter cette stratégie comme une manière d'élargir la base. En effet, si le mur devait basculer d'un bloc, ce serait autour d'un axe qui passe par les sommets des courbes. Résumons-nous. Nous avons vu qu'un élément destiné à porter ou à élever peut défaillir de deux manières. Soit par rupture du matériau sous l'effet de la compression ou de la traction, soit par basculement général autour d'un axe tangent au périmètre de sa base. Dans le premier cas, nous avons montré qu'un poteau court, un muret ou un câble possèdent une résistance proportionnelle à la surface de leur section, et que ce coefficient de proportionnalité dépend du matériau. Le deuxième mécanisme de ruine est déterminé par la hauteur de la force horizontale et la largeur de la base de l'élément. Il peut également être combattu par la liaison avec des éléments perpendiculaires. Il existe un troisième mécanisme très important dont nous parlerons dans le prochain cours. Il s'agit du flambement.